Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier qui est le premier que j'enregistre après la coupure estivale. J'ai un tout petit peu de trac, non seulement à cause de cette coupure, mais aussi parce que je reçois aujourd'hui Christian Georges. Salut Christian, ça va? Ouais, très bien. Christian qui est le cofondateur de OMI, NC, OMI SI, OMI tout court. Désormais OMI. OMI tout court. Ouais, on a changé de nom. Ok. Ouais, il y a quelques mois à peine. Désormais, c'est juste OMI. Pour une simplification, pour quelle raison? C'est de la pure stratégie de IP, donc de propriété intellectuelle. Okay. Il est plus facile de déposer un nom complexe comme OMI et compagnie. Puis avec le temps, on a pris le temps de couvrir le territoire de marque et de lancer la propriété intellectuelle de OMI tout court, qui est plus challengeant en fait à avoir. Et donc désormais, on a pu recevoir les patentes. Donc on peut s'appeler OMI en Europe. Formidable. OMI, qui est la première marque alimentaire en agriculture régénérative ou régénératrice en français, hein, tu me le disais tout à l'heure, créée en 2020, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 clients, 1,3 million de chiffre d'affaires en 2022, qui est une marque alimentaire qui distribuait ses produits en propre et qui maintenant prend un virage, puisqu'il a déjà commencé, vers de la grande distribution, de la distribution professionnelle aussi, en B2B. Beaucoup d'enjeux dont on va parler aujourd'hui, mais je suis très heureux de te recevoir. On parlera de l'expression de la marque et de son territoire, qui est beaucoup plus facile quand c'est toi qui maîtrises ta distribution, qui est plus complexe quand tu distribues par des tiers. On parlera de ce virage justement vers la distribution, qui va vous permettre d'accélérer. Et pourquoi accélérer? Pour réaliser votre promesse, dont tu vas nous parler dans un instant. Tu es cofondateur. Vous êtes 4 associés. Alors je vais les citer sans écorcher leur nom, mais Colline Burland, Joséphine Bournonville et Benoît Del Basso, pardon, c'est ça. Bravo. Et je te demandais, il y a quelques minutes, comment vous étiez rencontrés, si c'était des associés que tu avais rencontrés dans le passé, dans des expériences précédentes. Eh bien non. Donc moi j'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai 48 ans aujourd'hui. J'ai monté plusieurs entreprises, dont certaines qui m'ont donné une forme de notoriété. Et lorsque j'ai... On peut citer Vestiaire Collective, entre autres. Ouais, Vestiaire Collective, bien sûr, qui est ma grande aventure sur une dizaine d'années. Quand j'en suis sorti, en fait, j'ai eu envie de remonter une boîte, et une boîte qui avait de l'impact, une boîte qui compte. Et donc l'alimentation est un sujet qui est venu assez tôt. J'avais très envie de monter un truc dans l'alimentation parce que son impact écologique, parce que son impact social, parce que son impact économique. L'alimentation, c'est un formidable levier de transformation. Et du coup, donc je faisais le lien avec ton associé, Mathieu Stéphanie, dont j'avais fait le podcast lorsque je suis sorti de Vestiaire Collective. Et en fait, s'en est suivi énormément de messages, de commentaires, de feedback suite au passage. C'est très intéressant. Et à la suite du podcast et de tous ces mails que j'ai pu recevoir de personnes que je ne connaissais pas, qui avaient trouvé le truc très inspirant en fait. Donc ça m'avait un peu surpris, je trouve ça super juste de partager de manière candide notre expérience d'entrepreneur dans Vestiaire. Et je me suis dit, la prochaine fois que je monte une boîte, si j'en remonte une, je savais déjà que j'avais envie, j'utiliserai ce levier-là et j'écrirai pour expliquer pourquoi est-ce que ma boîte elle doit exister, c'est quoi le fondamental de l'entreprise. Et j'irai trouver des associés sur cette base-là, que je ne connais pas, dans mon 2e, 3e, 4e cercle, et qui vont être les personnes parfaites par leurs compétences et par leur envie d'être là, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai, une fois le projet enclenché, utilisé l'alimentation comme levier d'impact écologique et social. C'est ça le fondement de OMI, ça sert à ça, avoir un impact écologique et social, et utiliser l'alimentation pour ce faire. J'ai commencé à rencontrer des personnes et puis à écrire un billet que j'ai diffusé sur Medium, fondateur, dans lequel j'explique ce que pourrait être l'entreprise. Je ne vais pas trop loin, histoire que ce soit un projet collectif et que Colline, Joséphine et Benoît, qui sont les 4 associés qui sont reliés au projet, soient autant acteurs que moi dans ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Sa définition et la cristallisation du exactement. projet. Donc c'est pas le projet de Christian, c'est le projet des 4. Je suis très fier de ça. Tu publies un billet, tu reçois des réponses, tu avais déjà une notoriété parce que tu es connu. Le passage dans le podcast de Matt, j'imagine, avait aussi aidé à pousser le message et la vision. Tu rencontres des gens, comment ça se passe, cette association? Une association, pardon, je dis pour nos chers auditeurs et spectateurs d'ailleurs, une association c'est pire qu'un mariage, on passe 15 heures par jour ensemble, toute l'année, on parle d'argent, on parle de crise, on parle de RH, il y a des plaisirs évidemment, il y a aussi beaucoup
souvent de difficultés à relever. Enfin Tout à fait. Comment tu procèdes à ce moment-là? Un mix entre la technique, l'expérience, des lectures. Donc il y a plein d'univers, hein. Il y a les apports techniques des personnes, c'est très important. Tu dois avoir des compétences et une expertise à apporter au projet. Il y a une forme de genèse. Et je vais utiliser... je suis déjà revenu sur des podcasts là-dedans, donc je pourrais en citer... il y a un fonds d'investissement qui nous a accompagnés, qui s'appelle Teampact, hein, qui sont des gens assez récents sur le sport en fait. Et Sarah Jallow m'a interviewé spécifiquement sur cette thématique-là. Donc je vous renvoie à Sarah Jallow. Allez l'écouter. Ouais, écoutez. Et donc là, je raconte toute l'histoire de la genèse. Mais en fait, tu as besoin d'avoir des personnes qui ont envie d'être là, qui croient sincèrement à ce que tu veux réaliser, qui ont des apports techniques intéressants, qui créent une équipe en fait. Donc tu as besoin de créer une équipe. Après, tu as raison, hein, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est toujours pareil, que ce soit la première, la 9e société dans mon cas. Tu traverses des... 9e ? Ouais, 9e entreprise que j'ai cofondée ou fondée. Et du coup, toujours le même nombre de challenges différents à chaque fois. Voilà, toutes ces spécificités font que l'entrepreneuriat est n'est pas un long fleuve tranquille, justement. Pas un long fleuve tranquille. C'est quoi OMI ? C'est un moyen d'action. C'est donc une marque alimentaire, hein, il faut le comprendre. On est une marque d'épicerie, on a plus de 200 produits. Donc on fait les produits qu'on consomme tous, hein, auditeurs, auditrices, toi, moi, parce qu'on va faire à la fois du riz, des pâtes, de la moutarde, du ketchup, du café, des cookies. Voilà. Donc c'est vraiment des produits du quotidien. C'est ceux que consomment les Français, les Françaises, les Européennes, d'une manière générale. Et nous, on en fait une version qui doit être délicieuse, donc des super bons produits que tu as envie de manger. Mais surtout, on va démontrer l'impact écologique et social. Social, simple. Est-ce que les gens qui fabriquent les matières premières et qui fabriquent les produits, donc les agriculteurs et les transformateurs, gagnent convenablement leur vie? Est-ce qu'ils déclareraient qu'ils gagnent bien leur vie quand ils travaillent avec toi? Donc la réponse est oui, on sait le prouver. Sur l'application, le site internet de OMI, tu vas trouver un anneau qui va décrire comment on décompose le prix, qui gagne quoi. Et donc avec ce PNL, donc ce découpage de prix, tu vas pouvoir te rendre compte en fait de comment on se compose. Donc fini le côté non transparent, quand tu prends un produit sur le rayon, etc. Tu comprends ce qu'il y a derrière le produit. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment l'axe saillant et le pourquoi OMI existe, hein, c'est l'impact écologique qu'il y a derrière un produit. Donc on ne le sait pas toujours, mais l'alimentation, c'est un tiers de notre bilan carbone en tant qu'humanité. Un tiers, c'est beaucoup, hein. Et derrière l'alimentation, il n'y a pas que le carbone. Il y a la biodiversité, la vie dans le sol. Il y a énormément de sujets qui en déclinent, en fait. Et sur ce tiers-là, donc de carbone que nous émettons, il y en a 75% qui viennent de l'amont agricole. Donc le sujet en fait, écologique global, c'est ce que tu fais pousser et comment tu le fais pousser. Donc nous, avec OMI, on crée une marque alimentaire. Donc je prends souvent en référence la marque de fringues de outdoor Patagonia et la marque de basket Veja, que souvent les gens connaissent. Et on crée une marque alimentaire avec ce même type de volonté. C'est-à-dire que quand on fait notre métier, on fait au mieux pour que l'impact écologique et social de ta consommation du quotidien, quand tu achètes un produit OMI, elle aille dans le bon sens. Et donc c'est ça OMI, c'est un levier d'action écologique et sociale avec un attribut le plus impactant et le plus visible, c'est l'alimentation. Ton alimentation, ce que tu prends au petit-déj, au déjeuner, le soir, en snacking, etc., ça a un impact écologique important. On pourrait remettre la responsabilité sur chacun des consommateurs. En vrai, moi j'aime bien les marques, je suis un homme de marque, j'ai toujours fabriqué des marques. Si Vestiaire Collective a fonctionné, c'est parce qu'on était une marque et pas une plateforme. Donc je pense qu'en tant que consommateur, moi j'ai besoin de me faire emporter par un narratif. Et du coup, j'ai voulu mettre sur le marché une entreprise qui ait ces codes-là, qui te disent que vas-y, prends les produits d'épicerie chez OMI, que tu les achètes en direct ou à travers un revendeur. Et derrière, il y a des gens, des ingés agro, plein, des gens qui font en sorte que l'impact écologique et social des produits que tu vas consommer, il soit maîtrisé, connu et que ça crée du plus. En fait. Et ce narratif, vous l'avez imaginé assez tôt, j'imagine. Cette plateforme de marque, vous l'avez définie quand et comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps?
Long sujet, comme toutes les marques, en fait, il faut du temps pour que ce soit compris, diffusé. Pour l'accoucher, déjà. Ouais, même pour le faire vivre. Ouais. Tu as besoin de temps, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas créer Apple, Nike, Patagonia ou Veja comme ça en claquant des doigts, en fait. C'est-à-dire que l'intention, elle a toujours été là. Donc ce que je te dis là, en termes de projet entrepreneurial et de levier, en fait, au premier jour, ça existait. Nous avons décidé d'être Bicorp avant même que le produit... Avant même le lancement. Ouais, en fait, moi, je voulais faire une Bicorp. Donc, avant même de savoir que c'était dans l'alimentaire, du coup. Ouais. Okay. Ouais, je voulais faire une Bicorp, c'était évident, je trouve que c'est lumineux, comme on a des leviers d'action, j'encourage tous les entrepreneurs, j'en connais plein, récidivistes, en retraite, etc., à se relancer, à utiliser leurs compétences, en fait, parce que je pense vraiment qu'on a une capacité de transformation. L'entrepreneuriat est un beau levier d'outils, un beau levier de transformation. Et donc là, l'idée, c'est de dire qu'on va réussir à avoir de l'impact à travers l'entrepreneuriat. Donc, hyper intéressant d'aller voir comment est-ce que tu utilises chez Patagonia l'outdoor. Tu vois, tout ça, c'est des moyens, en fait, aujourd'hui. Donc, voilà. De créer un monde, tu m'as dit ça en préparant l'entretien, je trouvais intéressant, créer un univers dans lequel on croit. Ouais, je pense vraiment en termes consommateur, donc consommateur du quotidien, les fringues, la bouffe, tout ce que je consomme, les films que je regarde, je sais pas quoi, les plateformes. En fait, ça a un vrai impact, en fait. Ça a un vrai impact. Donc, je suis pas du tout ascétiste ou dans la volonté d'arrêter de consommer, anti-consumériste, etc. Mais j'aime beaucoup, je pense à titre personnel, la sobriété. Aucune volonté de ma part de donner des leçons à qui que ce soit. Par contre, emporter des gens avec un narratif typé marketing, une histoire que tu as envie de suivre et que derrière l'impact positif, il soit démontré, qu'il y ait des vecteurs de preuves dont on a essayé de mettre en place. On travaille activement chez OMI à mettre des preuves en fait par des tiers de notre travail à l'impact. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant d'aller construire comme ça, de manière volontaire, la volonté d'avoir de l'impact. En fait. Parmi les preuves, il y a le Planet Score. Tu peux m'en parler une seconde ? Ouais, bien sûr. Donc, il paraît intéressant nous sommes en 2023. Et donc, l'impact écologique des biens que tu consommes, là, parlons de l'alimentation, mais ça pourrait se mettre dans la fringue, dans le bâtiment, etc. Donc, tu as besoin de labels pour garantir par des tiers, en fait, que l'impact écologique ou social soit avéré. Et du coup, vu qu'on sait que l'alimentation est un levier d'impact important dans les deux sens, donc ça crée du carbone, ça crée de la biodiversité, tu peux cultiver... ça crée du quoi ? De la biodiversité ou pas. Et avant ? Du tiers-bund ? Du carbone. Du carbone, pardon. Je vais trop vite. Non. C'est moi. Tu sais, tu peux cultiver tes tomates sous serre, ultra chauffées, avec des pesticides, ou en plein champ, avec rien du tout, en fait. Et donc ça a des impacts qui sont très différents, en fait. Et des impacts globaux dont j'ai pas envie de revenir dessus. Si tu veux te renseigner, c'est juste des impacts globaux à l'échelle mondiale, déterminants en fait pour l'avenir de l'humanité. C'est comme ça que je le considère. Et du coup, avoir un score comme le Nutri-Score, celui qui dit si jamais c'est bon pour ta santé, parce que trop de sucre, trop de gras, etc., quand tu achètes des céréales, tu vois, A, B, C, D, E, avec les petites couleurs sur les produits alimentaires, ça fait du sens. Et donc l'Union européenne a demandé à la France, donc s'y proposé, d'être pilote pour voir ce que ça donnerait de créer un score en fait sur les produits alimentaires qui permettent de juger de l'impact écologique. Donc l'impact écologique, ça va être les pesticides, ça va être la biodiversité, ça va être le carbone bien entendu, donc les émissions, et le bien-être animal qui va dessus. Et donc il y a plusieurs initiatives qui sont lancées, plus ou moins gouvernementales. Nous chez OMI, il y en a une qu'on trouve particulièrement pertinente, qui s'appelle le Planet Score, en fait, qu'on commence à trouver, on dit unpack. Donc sur les packaging, il y a plein de gens qui sont mis derrière, tu citais Lidl tout à l'heure, ou Naturalia, il y a plein de marques. Vous pouvez aller sur planetscore.org, planet-score.org pour voir toutes ces marques. Effectivement, il y en a beaucoup, j'ai été surpris. Ouais. Et donc nous, on a été la première marque à mettre l'ensemble de nos produits au Planet Score, et de l'utiliser aussi comme... un tiers qui démontre, mais surtout comme un levier d'amélioration. Donc une fois que tu as un score, tu te dis, tiens, comment je l'améliore ? Et nos ingés
agro, nos partenaires, nos fabricants. Ici, tu mets du beurre bio, là, tu changes ton chocolat pour mettre tes cookies, tu remets tes différentes filières, parce que ça se joue à ce niveau-là, en fait. C'est l'impact de chaque ingrédient composé qui fait que le produit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et j'espère que le Planet Score sera choisi par la France et par l'Europe, et qui sera déployé sur l'ensemble des produits alimentaires, actuellement sur une base de volontariat. On aimerait que les pouvoirs publics fassent que ce soit obligatoire. Ainsi, lorsque tu passeras dans les rayons de ton supermarché, tu auras un petit score très facile à lire qui pourra te dire que ce produit a un impact important ou au contraire contribue à ce que l'alimentation soit non pas détériore notre monde, mais participe en fait, voire jusqu'à le régénérer. Avant d'entrer sur le business et l'opérationnel aujourd'hui, produits, prix, distribution, est-ce que tu peux me dresser un tableau du marché et de la distribution des produits bio, entre autres, mais qui font du bien? Je pense aux distributeurs qui ont tous une marque de distribution, une marque de distributeur aussi. Et j'ai l'impression... Alors le bio, c'est assez vieux, tu me disais que ça a 30 ans. Ouais, le label, ouais. Enfin ça fait 10 000 ans j'imagine qu'on fait des produits bio, mais ça fait 30 ans qu'on les labellise, pardon. Tu me disais que les distributeurs ont tendance à réduire l'offre produit en grande surface. D'une manière générale, oui. Alors on est en 2023, on a eu plein de perturbations majeures que tout le monde connaît, notamment le Covid, qui a changé beaucoup de choses dans l'alimentation et ailleurs, dans la manière de consommer. Et on a eu guerre en Ukraine et inflation, donc ça a changé un peu la donne. En vrai, toutes les donnes changent un peu tout le temps. Tu vois, je finissais la lecture du bouquin de Phil Knight sur l'histoire de Nike, en fait, et tu vois bien que tous les 2-3 ans, il y a un truc majeur qui se passe. Très intéressant. Et donc là, notre propos... On s'en mettrait sinon. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le challenge, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis très résilient par rapport à ça, et on essaie de trouver des opportunités tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a un moment où il y a de l'inflation assez importante. Du coup, on a besoin de trouver une réalité économique à plein de niveaux. Et les distributeurs ont choisi un grand carrefour, c'est 50 000 produits. Et ils ont dit, allez, peut-être qu'on n'en met que 30 000. Je te donne des grandes masses simplement, pour être plus précis en lisant les bons magazines. Mais l'idée, c'est de resserrer le nombre de produits que tu vas retrouver sur les étagères. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en vrai, avoir 100 sauces tomates au rayon du Leclerc, franchement, ça n'a aucun sens. Pour personne, si ce n'est que peut-être le consommateur veut ça. Donc ça, on peut faire confiance aux distributeurs. Ils ont envie de mettre ce que les gens y consomment, et voilà, sur les étagères des supermarchés. Leur métier n'est pas de pousser un univers ou un autre, c'est de créer une réalité économique. Et du coup, ils réduisent le nombre de produits, et ils ont tendance à mettre leur marque à eux, et donc à déréférencer plein de personnes autour de ça. Donc voilà, c'est la stratégie actuelle. Nous, on a créé, en parallèle de ça, je ne sais pas s'il y a une jointure, hein, tu pourras la refaire, mais Omi a une forme d'originalité, et original dans le sens où on a fait une gamme horizontale. Donc, depuis le premier jour, on a eu cette volonté d'être omnicanal, de dire que l'alimentation pouvait être un levier d'impact écologique et social, et que du coup, on utilisait des techniques agricoles qui pouvaient démontrer leur impact, en fait. L'agroécologie, c'est les techniques agricoles qu'on utilise. Et donc, ça, c'était pas un narratif qui était attendu dans les rayons des supermarchés. On y attendait des labels, le label bio, et puis pas d'autres confusions. Et donc, nous, on adore le label bio, c'est super, et on pense qu'en plus du bio, c'est-à-dire pas de produits chimiques, c'est ça que ça veut dire le bio, il faut y rajouter, c'est une bonne chose, en fait, de l'agroécologie, qui est remettre de la vie dans le sol. Du coup, la combinaison des deux, ça te fait ce qu'on appelle aujourd'hui le régénératif. Donc, c'est un thème qui peut être interprété comme étant marketing. Mais encore une fois, l'intuition, la volonté du truc est super. On retrouve dans les premiers bouquins d'Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia. Il y a un label qui s'est lancé qui s'appelle ROC. Et donc, il permet en fait de faire cette combinaison du bio et du... Mais soyons pas techniques. Dans l'idée, en fait, c'est de réussir à installer un narratif. Donc ta consommation du quotidien peut avoir un impact positif. Donc, nous, on se prend la tête à avoir des ingés agro, trouver les bons produits, faire toute la conception en fait, et le design du produit pour démontrer de l'impact, trouver des gens qui démontrent notre impact est bon, et faire exister en fait cette marque-là. Vu qu'on n'est pas attendu en supermarché, on est obligé de se lancer nous-mêmes et de trouver nos propres clients, de créer notre e-commerce, notre application, et de faire ce déploiement en direct au consumer. C'est ce qu'on a fait en fait.
Et assez tôt, on a eu des opportunités en fait de construire des canaux de distribution différents. Le tout premier, c'est Grand Frais qui nous approche avec son quick commerce qui s'appelle Potager City, qui s'appelle monmarché.fr et qui dit je fais que du frais, j'ai pas accès à la gamme d'épicerie de Grand Frais parce que c'est une succursale quoi. Et du coup, j'ai compris ce que vous faites, l'histoire est super, on va prendre tous les produits Omi, que les produits Omi, et où serait notre épicerie. Et donc là, on dit oui, on se lance avec eux. Et ça c'est en quelle année? Enfin, c'est quand plutôt? ah Parce bah que ça fait pas longtemps, mais 6 mois après la genèse de Omi en 2020 quoi. Tu vois. vous aviez déjà le site web, déjà l'app? Ouais. Ok. Et donc notre premier distributeur finalement c'était Grand Frais à travers monmarché.fr en fait. Et voilà. Et donc de fil en aiguille, nous on a continué à faire ça. Et on a fait des deals assez intéressants qui démontrent en fait que la raison d'être de Omi, utiliser la consommation du quotidien, la tienne, hein, la mienne, pour avoir de l'impact, en fait, c'est un narratif attendu par le consommateur, forcément. Donc, à quel niveau, à quel stade, où en est la demande aujourd'hui, on pourra en discuter. Après, attendu en B2B, des gens qui conçoivent et qui commercialisent des produits, c'est évident, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé avec Decathlon, qui nous ont interrogés sur... donc, un des grands dirigeants de Decathlon nous a invités, donc Colin, mon associé et moi, à venir parler à ses équipes de R&D pour expliquer en fait notre aventure entrepreneuriale. Et dans celle-ci, en fait, se retrouvent les mêmes histoires que je te raconte, l'intention de Omi, cette volonté d'utiliser l'entrepreneur, notre technique, notre expérience pour avoir un impact positif. Et ça a résonné notamment dans leur équipe de l'alimentation. Decathlon, c'est une belle marque, appréciée de tous les Français. Et ils nous ont proposé d'intégrer cette démarche régénérative, donc c'est l'intention de remettre de la vie sur Terre, en fait. Et on s'est retrouvé en fait à collaborer et à lancer Omi dans quelques décathlons en France. Truc qu'ils font jamais. Hein. Ils ont invité la marque. Et donc, sur quelle sélection produits? On a fait 80 produits plutôt orientés autour du snacking. Mais on a rentré en fait des produits du quotidien comme de la sauce tomate ou des graines, des trucs comme ça. Et c'était vraiment une invitation de Decathlon. Ça a perdu encore. À Paris, on va redéployer quelque chose plus naturel, avec un peu moins de produits, mais plus orienté outdoor. Les graines que tu mets dans ton sac. Mais des produits créés pour l'occasion? Les produits... Vous n'êtes pas les piochés dans votre catalogue? Si, c'est notre catalogue. D'accord. Ouais, c'est pur produit Omi. Et Decathlon a invité chez Decathlon la marque qui prend soin de notre terrain de jeu, en fait. Voilà. Oui, c'était ça le marketing qui était mis en place. Très fier de ça. Et donc, en même type d'écoute et de travail avec la SNCF. Donc la SNCF qui représente vraiment, je pense, le transport de demain, celui qui est le plus éco-responsable. Donc le train est réputé pour ça. Et du coup, ça faisait sens de remplacer, en l'occurrence, en spécimen, la compote dans le menu par la compote de Omi. Avec le narratif on sait quelle pomme, on sait quelle technique agricole et on connaît l'impact écologique et social de cette compote de pommes. Évidemment, quand SNCF, donc le partenaire qui commercialise s'appelle Murest, sélectionne Omi, il ne le fait pas en achetant juste une unité de besoin. Donc ce qu'il cherche, c'est pas juste de la compote au meilleur prix, etc. Il veut pouvoir raconter en fait que ce soin de la planète et des gens qui fabriquent ce produit, il existe et il est dans le design du produit en fait. Et c'est ça qu'on a vendu à la SNCF. Et si vous le racontez, c'est qu'il y a une attente client. Enfin, il répond à une attente client. Eux c'est un outil marketing qui en réponse, j'imagine, à des préoccupations de leur clientèle. Donc c'est bien qu'on est dans l'air du temps et que tu réponds à des attentes. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas forcer en fait. C'est-à-dire que tu veux que tes acheteurs ils aient une écoute et ils veuillent écouter ça une fois que tu leur proposes, et tout le monde trouve ça intéressant. Et derrière, le vrai juge de paix, c'est la consommation, c'est le consommateur. C'est toi, c'est moi, quand on choisit nos produits, en fait, les choix qu'on fait de consommation. En fait. On peut le faire pour des critères de qualité. Tu veux manger des excellentes pâtisseries faites par des grands chefs ou des choses comme ça, ou quelque chose de plus accessible. Il y a plein d'univers en fait, qui font que tu vas choisir tel ou tel produit. Et c'est vrai partout dans ta consommation. Et donc moi, je pense que quand on se projette dans le futur,
l'impact écologique et social en fait des biens qu'on consomme au global sera de plus en plus déterminant en fait, et c'est souhaitable dans nos choix de consommation en fait. Pour ça, il faut qu'on réussisse à comprendre ce qu'il y a derrière et qu'on y croit en fait. On y croit avec des gens qui apportent des preuves. Voilà. Je fais un step back, je reviens un tout petit peu en arrière. Aujourd'hui, vous avez 200 produits au catalogue. Ouais. Vous avez commencé avec combien et comment est-ce que vous avez créé les premiers? Une trentaine de produits. C'est un métier, pardon, excuse-moi, je poursuis dans ma pensée, mais c'est un métier de créer une sauce tomate. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut des ingés agro, il faut aller trouver les bons agriculteurs, il faut trouver les bons ateliers de transformation. Comment est-ce que tu commences? Alors, grâce à l'équipe, en fait. Le sujet, tu as raison, hein, tout ça, c'est des métiers que tu dois combiner, en fait. C'est probablement moins compliqué que de créer de la technologie pour aller dans l'espace ou je ne sais quoi. Je suis pas sûr, mais bon. Oui, dans l'espace peut-être, si, quand même. Si, oui, d'accord. En vrai, tout à fait. Non, je veux pas réduire. Aujourd'hui, on a plus de 200 produits. Hein. On a jusqu'à 230 produits. Okay. On a lancé une trentaine de produits. Et oui, c'est une gageure de réussir à trouver les ingrédients et les gens qui les transforment. Il y a vraiment deux types d'acteurs chez nous. Il y a des gens qui vont produire des denrées alimentaires, qui vont les faire pousser, en fait, et les gens qui vont les transformer en recettes. Il se trouve que, en général, quand on décide de faire un produit, c'est un produit qui est consommé par les Français et Françaises. Donc on prend ce qui est vendu dans la grande distribution et on se dit, bah tiens, faisons une sauce tomate, tiens, faisons un ketchup, les gens mangent de la moutarde, ça représente tel chiffre d'affaires. Et du coup, après, les enjeux peuvent être différents. Tantôt, on va contacter des gens qui sont transformateurs et qui ont des filières en fait, d'ingrédients, ce qui va nous permettre d'aller auditer les filières. Ouais, okay. Exactement. On va le dire, bah tiens, nous, on aimerait parler aux gens qui te font la graine d'où vient ta graine de moutarde. Et du coup, nous, on sait, parce qu'on a nos ingés agro, qu'on veut un travail de filière. Donc, on a en gros deux équipes. Hein. Une qui est plutôt typée marketing et qui va être sur le design de l'unité de besoin, la recherche des transformateurs, et une qui va être des ingés agronomes qui vont derrière valider les filières et techniques agricoles qui sont derrière chacun des ingrédients. En fait. Et donc, par rapport à ça, on a écrit un cahier des charges, une charte de sobriété, tout un univers en fait, de travail pour se dire qu'à chaque fois qu'on met un produit sur le marché, on en est fier. Et donc, pour ça, il y a au-delà de la fierté, hein, il y a tout un univers en fait, extrêmement clair dans le cahier des charges et qui va nous permettre en fait, de savoir que ce produit ait un impact positif d'une manière générale. C'est des sujets très complexes, enfin pas très complexes, mais il y a des endroits où il n'y a pas de filière. Donc, et ton choix de cette trentaine de produits s'est fait de manière très pragmatique sur de l'analyse de données, de ce qui vend le mieux, ce que consomment les Français. Ouais, non, c'est un mix. C'est-à-dire que tu as une part d'opportunité, les gens avec qui tu arrives à parler, parce que l'idée est un peu folle il y a 3 ans. En fait. Oui. C'est relancer une marque d'épicerie. C'est un gros marché en France, c'est un peu plus de 30 milliards l'épicerie, sucrée et salée. Je te faisais la comparaison avec Vestiaire Collective aujourd'hui. Quand on préparait l'entretien. La seconde main, c'est 30 milliards au global. Et encore, c'est les montres qui font l'essentiel de l'argent. Donc l'épicerie, juste en France, c'est 30 milliards. L'alimentation, c'est 200 milliards. Et puis à l'échelle de l'Europe, la gamme qu'on fait chez Omi, donc les basiques de l'alimentation, ça se vendra très bien en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en UK. Donc il y a des spécificités, mais nous on fait un cœur de gamme qui s'exporte extrêmement bien. En fait. Donc, et ça, tu l'as pris en compte dès le début? Oui, bien sûr. Comme le fait de, si je te refais le lien, donc monter une marque de mode, ce qui est Vestiaire Collective française, c'est stylé, quoi. Et monter une marque de food française, c'est stylé aussi. C'est-à-dire que on a ce label, on a ce tampon, on a cette reconnaissance. Ouais, mondialement. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc évidemment, en fait. C'est stylé, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la sauce tomate, elle se vend aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Italie, certainement. Oui, c'est ça, avec des prérogatives différents. Typiquement, tu vas pas vendre, ça va être difficile de vendre avec des Italiens une sauce tomate française. En fait, oui, bon. Mais, et des pâtes. et des pâtes faites en France, tout à fait. Donc ça, c'est tous les attributs du projet entrepreneurial. Donc on en met un gros paquet, quoi. Et donc derrière, on est sur l'impact écologique des produits, la manière dont on les composait, une trentaine de produits, l'opportunité entre les mix des rencontres qu'on voulait faire et les basiques de l'alimentation. C'était important d'avoir du café, c'était important de travailler
tu vois, des pâtes, des sauces tomates. Et puis il y avait, je pense, un univers de storytelling en fait depuis très tôt. Je sais pas, moi j'ai pris la sauce tomate comme l'exemple et le point signifiant. Je sais pas, comme c'est qui le patron, tu sais, il a sa bouteille de lait en fait, donc tu as toujours besoin de ces images-là. Moi c'était la sauce tomate que j'avais utilisée et évidemment on a fait plusieurs sauces tomates. Et on a eu la chance de croiser le chemin de Thierry Marx. Qui est devenu un associé dans notre aventure et qui nous a aidé à composer des produits, à faire des recettes et tout ça. Et évidemment, on lui a demandé de faire des sauces tomates pour nous. Et il a quelques recettes, je crois, sur le magazine. Ouais, on a une douzaine de recettes qu'il a fabriquées pour nous. Question de néophyte ou question un peu candide, mais tu parles donc à des personnes qui transforment, tu parles aussi à des producteurs qui produisent. Pour, j'imagine, avoir ce standard de qualité et puis de régénération des sols et de l'environnement que tu demandes. C'est pas forcément des grandes productions. Est-ce que je me trompe en ayant cet a priori? Ouais, tu te trompes. Okay. Il y a vraiment, il y a plein de gens qui utilisent des techniques agroécologiques, donc parce que c'est ça le fondamental en fait. C'est l'agroécologie. Donc il y a plein de gens qui combinent en fait l'agroécologie et le bio, donc qui est pas de pesticides. Donc c'est pas antinomique de faire de l'agroécologie à grande échelle. Non. Ce qui va être déterminant dans notre capacité à avoir créé l'offre, c'est notre volonté de valoriser en fait les techniques agroécologiques dans le choix de nos produits en fait. Et donc trouver des produits en fait et des gens qui produisent des ingrédients comme ça. C'est ça qui va différencier. Le classique, si tu es fabricant de sauces, en fait, c'est que tu vas acheter, tu es à une usine et tu fabriques des sauces. Et donc, il y a plein de gens qui fabriquent des sauces pour des tiers, en fait. Donc, il y a énormément d'usines. Il y a 20 000 PME en France qui sont référencées, en fait, qui sont les fabricants qui fabriquent l'alimentation pour le pays et pour l'export. Donc, tu vois, c'est pas tant que ça non plus. Et derrière, en fait, une usine qui va fabriquer, elle va avoir besoin, je sais pas, d'oignons déshydratés pour ses sauces. Et en fait, tu vas cliquer sur des plateformes et tu vas les acheter. Et la question d'où ça vient est beaucoup moins importante souvent que le coût que ça a en euros dans la recette. Et nous, ce qu'on va apporter, en fait, c'est cette volonté de maîtriser chacun des ingrédients dans la recette, de savoir d'où il vient, comment il a été cultivé, en fait. Donc, ce travail supplémentaire qu'on fournit dans le design de la conception des recettes, c'est aujourd'hui plébiscité par les transformateurs avec qui on bosse, parce que du coup, on leur a apporté des filières. On leur a dit, tiens, voilà l'oignon que tu veux, les noisettes, elles sont d'ici. Et tu as un mix toujours d'équilibre entre le coût de revient des matières premières, la difficulté à les approvisionner, qui va rentrer dans la recette. Donc, quand tu vas voir un mec qui fait du ketchup, dont c'est le métier, il a les usines, il en fait pour plein, il sait faire du ketchup. Donc, tu vas l'aider à comprendre l'impact des filières et tu vas lui apporter des filières et tu vas dire, bah tiens, fais-moi telle recette. Donc là, on bosse sur une sauce de piment vert. Enfin, on a pas mal de produits comme ça en première transformation, très très simple, mais qui vont utiliser comme un curry ou un truc comme ça. C'est quoi une première transformation? C'est transformation simple. Tu as des produits très compliqués, tu vois. Je sais pas, une moussaka par exemple, il y a plein de trucs de cuisson, ou finalement une pizza, c'est assez compliqué. Puis tu as des produits comme de la sauce tomate, où tu vas... Faut broyer la tomate. Ouais, exactement. Ou la cuisiner légèrement. La sauce tomate, c'est la cuisiner. Sinon, c'est du concassé de tomate. Tout à fait. Avec le temps, j'apprends, tu vois. Je suis loin de mes marketplaces. Et du coup, donc tu vas avoir besoin en fait de composer ton produit avec des matières premières et avec des techniques de cuisson et puis un goût. Et donc on va combiner ça. On va dire tiens, voici la tomate, voici l'oignon, et voici ce que tu vas rajouter en fait pour donner le petit goût. On va recevoir des échantillons, on va goûter avec l'équipe, avec des consommateurs, avec des chefs, Thierry, Marc, de temps à autre. Et du coup, on va aller composer le goût qu'on veut bien. Et donc, on a quoi? On a des super ingrédients transformés chez des gars qui savent vraiment faire ce métier-là, et avec des bons ingrédients et des gens qui savent bien faire du ketchup. Bah, tiens, un ketchup canon, quoi, tu vois. Canon, naturel, tout est composé. Et en vrai, c'est hyper intéressant, c'est que souvent, les matières premières vont finalement avoir un coût marginal sur le coût de revient final du produit. Parce qu'en fait... ça ne change pas grand-chose d'acheter une bonne une mauvaise ça tomate. Dépend des cas. Ça dépend des cas. Ouais. Mais typiquement, si tu prends un ingrédient mineur comme l'oignon, en fait, c'est plus chiant de bien le sourcer. Et c'est ça le sujet. Mais derrière, en coût de revient, en fait, ça ne va pas changer de manière déterminante, en fait, le prix que toi, tu vas payer ou que moi, je vais payer en tant que consommateur, en fait. Du coup, le travail que nous, on fait, c'est s'assurer que chacun des ingrédients y a un sens. Voilà.
Combien de temps il te faut pour établir cette gamme de 30 produits et avoir des produits prêts à vendre? On a mis une petite année. 2021, du coup, pour être prêt? Ou c'était 2020 que vous étiez prêt? J'ai dit tout à l'heure que vous aviez... Ouais, c'est 2019, si je dis pas de bêtises et que je me perds pas dans mes années, où on se tape dans la main et on dit qu'on y va. Et donc en 2020, vous étiez prêt avec une trentaine de Ouais, produits? ouais, il a fait une petite année. En vrai, on a vendu sur LinkedIn, on a fait un premier panier, je crois qu'il y avait une dizaine de produits, qui étaient des produits sourcés, extrêmement simples, qu'on avait trouvé avec des partenaires. Très rapidement, on s'est dit on va en vendre 200 pour voir si l'histoire qu'on raconte elle peut être entendue. On a vendu ça en quelques heures sur LinkedIn, donc c'est bien passé. Et après, on s'est dit, bon, bah, ok, on va investir. Donc les associés ont sorti un peu d'argent, on a commencé à se mettre en place, à déposer. Puis on a mis un peu de temps à sortir la première gamme. On l'a vendu sur Ulule, pareil, pour fabriquer une communauté, en fait. L'idée était de voir si on passait une deuxième étape en mode très test and learn, de voir s'il y avait des gens qui aimaient l'histoire. Et donc après, on l'a vendu sur Ulule. Les premières cohortes sont celles de Ulule, elles sont toujours les plus dynamiques et les plus fidèles. Donc on les remercie. Merci beaucoup, s'il y en a qui écoutent, d'être là pour toujours et nous abreuver, nous donner du feedback. C'est quelque chose de vraiment fondamental, en fait, pour Omi, pour le projet qu'on construit. Et derrière, après, on a continué à déployer, en fait, notre D2C dans la continuité de ça. Très rapidement, on a eu 80 produits. Et puis un peu de médias, de l'écoute, de la télévision, et on a commencé à continuer à se déployer comme ça. Alors, intéressant cette première vente sur LinkedIn pour tester le marché, tester le produit, tester l'appétence et la réception au message. Une dizaine de produits assez rapidement sur LinkedIn, dans vos réseaux propres. Oui. 200 ventes en objectif. C'était quoi? S'il y a 200 ventes, c'est qu'a priori, il y a un truc à faire, quoi. Ouais, exactement. Bah, on s'est dit on allait en faire 200. 200, c'était un peu des box. J'essaie de retrouver en parallèle le post. Est-ce que c'était Merci Alternative? Ouais. Ok, ouais, donc ça se retrouve, c'était il y a 3 ans sur le profil de Christian sur LinkedIn, Christian Georges, Jorge, si vous ne l'aviez pas, et vous pouvez retrouver ce premier post. Tu es très rapide, félicitations. That's what she said, malheureusement. tout est voilà, on peut plus mentir, tout est écrit. On l'a vendu en 48 ans, même pas, c'était fait. Et après, on les a... C'était hyper intéressant, du coup, ça te met dans le concret, tu fais plein de choses, tu fais un peu de packaging, tout le monde apprend... tu mets dans les boîtes. Bon, sain, juste. Ouais. C'était la promesse initiale il y a 3 ans. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui? Toujours. Tu m'expliques bon, sain, juste? L'alimentation, c'est le goût avant tout. Tu vois, en vrai, c'est le plaisir que tu as à partager une bonne confiture, à tremper dans une frite, dans un ketchup ou un truc comme ça. Donc on a besoin de se faire plaisir, c'est le vrai premier rationnel. Et je pense qu'avant, enfin tu vois, si tu prends l'alimentation, les gens voulaient manger du bon, en fait, donc des bons produits, il y a toute une montée du bon produit. Puis après, on a voulu manger sain. Donc ça, c'est arrivé en deuxième temps. Je pense que le bio l'incarne, pour toi, pour la planète, ou pour les deux. Du coup, tu as vraiment ce côté mangeons sain, quoi. Donc on fait attention au sucre, au sel qu'il y a dans nos céréales, dans nos gâteaux apéros, etc. Donc ce sain est devenu très important, en fait, dans la tête du consommateur. Et le juste, c'est l'impact social derrière les produits qu'on consomme. Donc en France, par exemple, on a C'est qui le patron, qui est un très bon exemple d'entreprise, en fait, qui incarne cette volonté, en fait, de dire les gens ne vivent pas lorsqu'on consomme leurs produits à ce prix. Il faut rajouter quelque chose, et donc quelques centimes dans le cas du lait, pour redonner, en fait, une forme de... Ne pas créer de la détresse, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en préparant l'entretien, je trouvais ça très juste. Ouais, tout à fait, exactement. De l'autre côté de la chaîne, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'un produit que tu consommes va pouvoir générer de la détresse dans les gens qui le fabriquent. Financière, émotionnelle, on va pas en parler, mais il y a du suicide dans l'agriculture. C'est ça l'objectif aussi. Ouais, il y en a très régulièrement, c'est connu pour ça. C'est-à-dire que en fait, la manière dont nos agriculteurs, en France et même globalement, en fait, sont rémunérés pour le travail qu'ils réalisent n'est pas à la bonne hauteur, et donc ça crée énormément de détresse. Il y a aussi de la formation, il y a aussi une forme de responsabilité qui peut arriver, mais c'est un univers ultra dur, tu gagnes pas ta vie, le salaire minimum est de quelques centaines d'euros, c'est un vrai désastre. Et du coup, évidemment, quand tu consommes un produit, tu as envie de savoir si tu participes à ça ou pas, en fait. Et donc, ça, c'est le juste, en fait. Donc, le juste, c'est d'avoir la garantie qu'en tant que consommateur,
on participe à un monde désirable. L'idée de Omi était autour de la table, à un déjeuner. Et donc, je trouvais l'histoire, notamment de cette île Patron, hyper inspirante. Hein. Vraiment, je trouve un très, très beau projet. Et qui éveille en moi cette volonté de dire, bah oui, tous les produits que j'ai autour de la table, je veux m'assurer qu'ils créent un monde désirable, en fait. Que si mes enfants devaient travailler dans l'usine qui a fabriqué ce ketchup, ils auraient un salaire décent et ils pourraient être heureux de leur vie, en fait. Du coup, et évidemment, c'est le propos d'Omi aujourd'hui, d'essayer de créer une gamme de produits dont l'entièreté véhicule cet impact-là, en fait, social et écologique. Donc une petite année pour avoir ces 30 premiers produits que vous allez commencer à vendre. Une fois que tu as le produit, il faut le pricer. Comment est-ce que vous définissez le prix de cette trentaine de cette première gamme? Les prix, pardon. Alors, par construction, ça c'est l'essence en fait de nos prix. Avant tout, en fait, donc il peut y avoir une fourchette de prix pour un ketchup, ne serait-ce qu'un ketchup ou une sauce tomate très 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 large en fait. Ou une confiture, tu vas le comprendre, si tu vas chez Lignac ou Fauchon, évidemment elle est hors de prix, c'est de la super framboise qui est dedans, il y a en fait tout un mix, mais bon, personne n'achète de la confiture à 10 €, en tout cas peut-être une fois tous les quelques ans. Donc c'est pas le sujet. Nous on veut un positionnement qui soit suffisamment grand public pour pouvoir avoir une capacité en fait d'impact importante. Si on crée un produit de luxe, il n'y a aucune chance de changer le monde en vrai à grande échelle. Ouais. Du coup voilà, donc ça c'est la première borne haute, et la borne basse en fait, c'est le produit, tu veux pas savoir comment il est fait en fait. Et donc ce produit souvent en bas de l'étagère, dont il ne faut pas regarder l'impact qu'il a, parce qu'il ne peut pas avoir d'impact écologique et social qui soit bon. À ce prix, objectivement impossible. Ouais, exactement, donc ça c'est voilà, évidemment l'autre borne qu'on ne veut pas aller, et on va situer au milieu. Donc la première chose, c'est quel est le coût des matières premières. Donc là, on va être souvent sur des sourcings de matières françaises, dont on connaît les techniques agricoles qui sont utilisées. Et puis après, on va s'assurer que les gens qui nous transforment en fait, gagnent convenablement leur vie, donc qu'ils aient un PNL équilibré. Donc ça nous donne le prix de revient. Le plus important pour nous a été d'être transparent. Donc là, je te vois, tu sors l'application de Omi et tu as un anneau sur chacun des produits qui montre comment est-ce qu'on dispatche le coût de revient final pour le consommateur du produit. Donc ça, c'est le plus important. Parce que... et effectivement, alors je suis sur une sauce tomate parce qu'on a un exemple depuis le début. La sauce tomate, tout le monde comprend. Et vous définissez le coût enfin vous présentez sur le prix du produit en valeur absolue et pas relative le prix des matières premières, ce qui va au fabricant, donc c'est la personne qui se transforme, ce qui va à Omi, ce qui va au fonctionnement du service, Omi, la TVA. C'est très clair. C'est quoi vers une agriculture régénérative ? 1% de notre chiffre d'affaires est dédié à financer des projets de transformation chez les agriculteurs pour renforcer l'usage de l'agroécologie. Leur permettre d'évoluer vers ce monde vers lequel on tend. Exactement. Tu veux tendre, ok. Ouais, exactement. Et donc, ça va être, c'est très concret, hein, ça va être je sais pas, dans l'univers de l'agroécologie, il y a 8 axes d'impact en fait. Donc certains vont œuvrer sur la biodiversité, comme la création de haies par exemple, ou la gestion de l'eau, ou le fait de pouvoir faire des couverts végétaux. Un exemple hyper concret et très compréhensible, c'est quand tu vas être en bio, par exemple dans ton verger, tu ne vas pas mettre de produits chimiques. Donc souvent, tu vas compenser, parce qu'il y a des mauvaises herbes qui vont s'installer entre tes pieds, par du labour en fait. Donc du labour, tu passes ta machine et tu viens retourner le sol en fait pour enlever les mauvaises herbes. Donc ça va avoir un impact négatif sur la vie dans le sol. L'agroécologie essaie de compenser ça. Donc plutôt que de passer du labour très souvent, tu vas faire un couvert végétal. Donc tu vas choisir des plantes qui vont avoir un bénéfice sur la vie dans la terre. Et donc tu vas les planter dans tes haies et puis tu vas passer à peu près la même machine avec un autre rouleau qui va venir écraser en fait et qui va nourrir la terre. Donc ce basique-là, il n'est pas neuf, hein, c'est promu de manière assez large dans le monde. Mais ça a un coût pour le producteur. Ouais, ça a un coût pour le producteur. Et donc, si on rentre dans l'univers agricole et que tu es un entrepreneur agricole et que tu viens d'acheter un verger, je ne sais pas pourquoi, mais tu viens de te lancer,
En fait, en gros, tu vas avoir 40 essais, parce que tu as une production par an, tu vas tenir ta production pendant 40 ans, tu vois, parce qu'après, tu vas à la retraite, probablement. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'enjeux à oser de nouvelles choses, en fait. Donc, quand tu as ton équilibre de rotation de culture qui marche bien, que tu mets tel ou tel produit et tu sais que ça fonctionne, avoir l'audace de changer les manières de travailler en fait pour ajouter de l'agroécologie en fait, et ben c'est pas simple. Et donc il faut des investissements. Avec ce 1%, nous on l'utilise aujourd'hui pour promouvoir l'agroécologie, hein, donc souvent avec des gens qui sont déjà en bio. Et ça nous permet d'avoir des impacts très concrets, d'avoir un peu de budget pour aider des gens à progresser. Donc l'intention du régénératif, de l'agriculture régénératrice, c'est de combiner en fait le bio, qui est pas de produits chimiques, et la conservation des sols, qui est pas de labour en fait. La combinaison des deux te fait un axe en fait, hein, dans lequel tu peux avoir la garantie que tu t'es au max. C'est sain pour l'homme et c'est sain pour la planète. Ouais, c'est sain pour les deux, pour la biodiversité, etc. Donc la combinaison des deux, en fait, c'est ça l'intention du régénératif. Et donc pour ça, il faut réussir à le promouvoir, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on a trouvé intéressant d'utiliser ce qui se passe par ailleurs, avec le 1% pour la planète, et de prendre une partie de notre chiffre d'affaires et pour en faire un élément moteur à travers du financement à des petits projets avec notre petit chiffre d'affaires. Mais l'idée est de relayer ça de plus en plus. Aujourd'hui, on est en train de... La manière, donc on a une quarantaine de fabricants avec qui on fabrique des produits. Et on a plus de 250 coopératives, agriculteurs dont on connaît les filières et qu'on a auditées. C'est déjà beaucoup pour une jeune entreprise comme la nôtre. Et du coup, la manière qu'on a eu en fait, donc ce 1% pour le régénératif que tu vas payer en tant que conso à chaque fois que tu achètes un produit chez nous, on le sort de OMI. On est en train de créer une organisation non-profit, donc une asso, qui s'appelle Lively Earth, dans lequel on réplique en fait à une échelle plus vaste, et on est en train en fait de chercher des cofondateurs là-dessus, pour qu'il y ait d'autres marques qui, sur cette impulsion en fait un peu cristallisée par OMI, puissent fonctionner de la même manière pour continuer à promouvoir cette combinaison en fait de l'agroécologie et du bio. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup l'idée c'est que ça nous dépasse, hein, et que la manière qu'on a utilisée pour créer OMI puisse être utilisée par des marques qui sont déjà dans l'alimentation et qui ont envie en fait de vouloir rejoindre la même dynamique. Compris. Si ça vous parle, lively.earth. Ouais. Vous pouvez laisser votre adresse email pour l'instant. Tout à fait. Donc on était sur la construction du prix, on parlait de ce 1% pour l'agriculture, écologie, pardon. Vous le testez ce prix? Vous l'avez testé? Oui, bien Donc sûr. vous l'avez fait par construction. En construction, c'est qu'on empile, c'est bottom-up. Vous le testez régulièrement, vous testez l'élasticité sur vos propres canaux ou sur d'autres? On le teste. L'entreprise est née direct consumer. Donc ça, c'est le premier pas, en fait. Donc là, tu as un test direct. Et de plus en plus, en fait, c'est les distributeurs... LinkedIn to consumer, même. LinkedIn to consumer. Ouais. Et donc, de plus en plus, en fait, on est distribué en B2B, avec Encore Store, par exemple, qui est un très bon grossiste en ligne. Donc, ou à travers des revendeurs. Donc là, on a Potager City, qui est un rebrand de Carrefour, sur leur Carrefour City, qui sont en train de changer de nom progressivement. Et donc, on a une gamme très, très importante avec... plus de 150 produits OMI qui sont dans leur rayon. Et donc là, c'est plutôt les distributeurs qui testent, eux, l'élasticité du prix. Nous, on essaie d'avoir des prix de vente conseillés, en fait, qui restent à la portée d'un ménage standard. Du coup, on va comparer avec les différentes enseignes. Notre propos est en plus de couvrir les bonnes outils de besoin et de garder en fait des produits que tu puisses consommer au quotidien, que d'aller fabriquer des produits dans des marges exceptionnelles que tu n'achèteras jamais. En fait. On veut vraiment garder cette position grand public. Et il est possible de vendre un produit au milieu de cette échelle dont tu me parlais tout à l'heure en respectant toutes les valeurs que vous avez chez OMI. On n'est pas obligé d'augmenter les prix, c'est ce que je veux dire. Oui. On peut rémunérer justement le fabricant et la personne qui transforme en restant dans une gamme de prix acceptable
pour Tout à fait. pour le foyer moyen. Mais alors complètement. Ok. Sachant que acceptable pour un foyer moyen, je sais pas ce que ça veut Oui, dire. moi non en plus. fait, Moi, tu mais... vois. Mais donc, mais oui, et carrément. C'est-à-dire que c'est des produits. Faut regarder le prix de notre pesto, de nos cookies, de notre café, etc. Oui, on est complètement dans le produit de masse. Donc, on fabrique des produits de masse. On n'est pas des produits exceptionnels que tu vas manger à Noël. En fait, on n'est pas du tout dans ce gamme de prix-là. Et c'est super important parce que si on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas de capacité en fait de changer le monde. Ouais, et de grandir et d'avoir de l'impact réellement. Vous avez commencé en D2C, tu l'as dit, sur votre site. Toi, je vais imager, parce que du pardon. coup, ça peut ressembler à de la non-compréhension. Mais par exemple, ça veut dire que si on reprend l'exemple de ma confiture de framboise tout à l'heure, donc la super framboise de qualité bien élevée que tu as envie de transformer avec le bon goût, c'est plutôt de la framboise de table en fait. Donc si jamais on achetait ces framboises de table pour faire de la confiture, elle serait absolument délicieuse, mais c'est celle de Lignac et de Fauchon, quoi, hors de prix. Donc on ne fait pas. Tant qu'on n'a pas trouvé des ingrédients dont on arrive à avoir un équilibre rapport qualité-prix qui fonctionne bien. Et je pense que, et donc je t'invite à en consommer plus, parce que je sais que tu en consommes déjà un peu, mais surtout à ce que les gens qui nous écoutent goûtent du Omi, parce que je pense qu'en rapport qualité-prix, on doit être la meilleure marque du marché. Je pense que le rapport qualité-prix avec le choix des... Enfin, du coup, la magie, elle est toute simple. Hein. C'est des bons ingrédients, ça fait des bons produits, avec un goût que tu as envie de partager avec tes proches, quoi. Voilà. Choix de la gamme, positionnement prix, packaging. Quand tu distribues en propre, tu fais à peu près ce que tu veux. Quand tu es obligé de sortir du lot dans un rayon, il faut se différencier d'une manière ou d'une autre. Tu peux me raconter l'évolution du packaging ? Ouais, Omi, on a choisi extrême sobriété, packaging blanc, avec très peu de choses dedans, écrit dessus, juste le nom du produit, peut-être une spécificité géographique ou une spécificité d'impact, un QR code placé au milieu, parce qu'en fait, derrière, on a tout le détail, on a des histoires à raconter sur chacun de nos produits. Donc tout ça, tu vas le retrouver en scannant le QR code. On rentre vraiment dans le détail, tu vas savoir où chacun des ingrédients de ta soupe a été poussé, où est-ce qu'il a été transformé. Donc tu as la photo des producteurs, la photo des transformateurs. Donc on donne vraiment énormément de détails. Et packaging donc tout blanc, hyper sobre, qui a ses détracteurs et qui a ses adorateurs. Donc c'était très tranché. Et en tout cas, l'objectif c'était d'être singulier et de se distinguer en fait. Et le fait de ne pas être en rayon permettait de faire ça. Donc ça a été presque donc toute l'histoire de Omi et celle-ci, le packaging blanc. Et là, on a changé le packaging et le branding d'ailleurs juste avant l'été. Donc on ne s'appelle plus Omi et compagnie. On est de plus en plus donc on est une marque alimentaire et donc on est de moins en moins distributeur de notre produit. Donc évidemment, je t'encourage à continuer à acheter Omi en direct chez nous. On a toute la marge, donc c'est super, et on travaille avec ça et on continue à développer des produits. Mais aujourd'hui, on est aussi en distribution, et donc en distribution et notamment sur des rayons classiques. Et pour ça, il a fallu changer le packaging. Parce que c'était différent, il y avait un effet de gamme. Alors si tu vas chez Potager City, tu vas voir, donc à Paris, il y en a plusieurs, Tolbiac par exemple, et tu vas voir en fait plein de produits Omi, donc c'est assez joli. Mais du coup, le consommateur classique qui arrive, qui a 3 secondes pour trouver une boîte de cookies, bah, c'est un autre code, il est perdu. Du coup, il n'a pas les 3 secondes nécessaires. Et donc, on a décidé de changer un peu le packaging, de reprendre un peu plus de joie de vivre aussi, de rajouter un petit peu de couleur, et de rajouter en fait notre fondamental en base, qui aujourd'hui en fait, nous on pense que là où on a le plus d'impact, hein, c'est en faisant la promotion de l'agriculture régénérative, et donc de s'assurer en fait que de plus en plus en fait de cultivateurs, de transformateurs, de consommateurs aient envie d'avoir cet acte positif de combinaison de pas de produits chimiques et de la vie dans le sol en fait, d'agroécologie. Et du coup, on l'a mis en baseline de différents produits, ce qui nous permet d'avoir un axe d'impact éclairant et surtout singulier qui se distingue du reste des offres qu'il y a sur le marché. En fait. Voilà. On pense que c'est attendu par le consommateur, on pense que l'impact social de ta simple consommation est attendu et du coup, on le promeut, on le fait exister dans le packaging. Ok, hyper intéressant et je pense qu'on peut se lancer sur le sujet de la distribution. L'enjeu n'est pas le même, à la fois en expression de marque, mais aussi en choix consommateur. Un consommateur qui vient sur omi.fr
est intentionnel. Il veut, je le reprends parce que c'est vraiment bien, il veut construire tendre, comment tu me l'as dit tout à l'heure. Oh, c'était bien. Il veut créer cet univers dans lequel il croit. Il vient sur Omi, celui qui est en supermarché, et j'aurai une autre question ensuite. Il remplit un panier. D'ailleurs physiquement ou en ligne dans la distribution. Donc ta capacité d'expression est moindre, et du coup certainement les choix ou les éléments de choix que va faire le consommateur sont différents. Donc tu m'as expliqué le packaging. Quels sont les autres leviers sur lesquels que tu peux utiliser pour qu'ils mettent un produit Omi dans son panier, et pas un produit qui ne respecte pas vos valeurs, d'une marque qui ne respecte pas vos valeurs? La communauté, donc les gens qui nous consomment et qui sont nos évangélistes, sont une force de vente en fait. Donc ça, c'est un levier intéressant. 10 000 clients à date, c'est ça? Ouais, 10 000 clients à date qui consomment Omi. En direct. Donc ça, c'est super fort, et puis ça aide à faire exister la marque. Nous, on a décidé d'utiliser les leviers classiques, et on est parti assez tôt en télévision. Donc là, on a fait une campagne de télé. On a fait notre 3e campagne télé. On a commencé en mars, une autre en mai, et une là durant l'été. En racontant une histoire qui est ce que tu manges dessine le monde. Donc on pense que c'est compréhensible pour un consommateur, que derrière tes actes d'achat, en fait, tu fabriques un monde ou un autre, en fait. Et du coup, nous, l'idée, c'est de faire... On fait de notre mieux pour que nos produits aient vraiment un impact positif, et que ce soit des tiers qui le démontrent et pas nous, en fait. Donc partant de là, il faut raconter l'histoire. Pourquoi tu dois raconter l'histoire? Pourquoi tu dois raconter ce narratif? Parce que tu as besoin d'emporter, de créer une marque. C'est hyper important d'avoir l'audace d'y aller. Donc évidemment, l'alimentation, c'est un objet du quotidien pour nous tous. Évidemment, Lidl, Carrefour, qui sont des distributeurs, sont en télévision matin, midi, soir. Ils dépensent 1 milliard chacun par an. C'est à peu près les vrais chiffres. En tout cas, c'est celui de Lidl il y a quelques années. Donc c'est gigantesque. Et du coup, exister dans cet univers-là, en fait, il faut avoir une forme d'audace, il faut y aller. Donc nous, on a choisi, en fait, là, aujourd'hui, de faire un passage à travers la télévision pour exister, et que nos produits soient demandés par les consommateurs, en fait. Et que ce narratif soit important. Donc c'est plutôt branding que produit ou que... ouais, que drive to web, etc. Donc on a un mix entre les deux, quoi. Et mais Lidl te dit, viens chercher la perceuse visseuse à 19,90 en magasin, c'est le produit d'appel pour te faire entrer dans le magasin. Toi, c'est la promesse que tu vends. Exactement. Du coup, plutôt brand. Et je pense que c'est important parce qu'il faut construire, en fait, la marque. Tu peux pas construire une marque comme ça. Tu peux pas non plus construire une catégorie. Le bio existe depuis 30 ans. Moi, j'étais parmi les pionniers en tant que consommateur. Mon fils est né à 20 ans, on commençait à consommer bio, on était vraiment dans une case à part à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus consensuel, et tant mieux, parce que le bio a vraiment des apports écologiques et sociaux très importants, et sur la santé également, donc c'est une très bonne chose. Il faut continuer à progresser, c'est là où le regen est important. Donc la catégorie, le regen doit exister. Ce côté, on fait de l'impact. Donc ça doit exister. Donc ça, il faut que tu dépenses un peu pour le faire exister. Pareil, tu crées pas une marque comme ça. Alors, du coup, moi, j'ai utilisé des techniques d'entrepreneurs que je connais, notamment l'accès au capital risque, ce qui m'a permis, en fait, d'avoir une capacité de financement et de déploiement de l'entreprise avec ces moyens-là, comme la télévision. C'est pas accessible à tout le monde, mais nous, on a décidé d'y aller. Je pense que dans le fondamental, bon, tout ça, c'est des outils, l'argent, les techniques, la capacité de faire de la publicité. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment motivé par cette forme d'urgence. Je pense que je pense que le monde qu'on construit là aujourd'hui, le monde qu'on construit à nos gamins demain, a besoin d'être patché. Tu vois, il y a des choses, il faut qu'on change certaines manières de consommer, de voyager, de voir ce qu'on fait, donc de la manière dont on mange aussi. Et du coup, je pense que j'ai envie
d'y aller vite, fort, de faire exister cette catégorie et dire que si toutes les marques faisaient comme Omni, si on inspirait en fait et que on forçait en fait l'adhésion à travers la consommation des gens qui ont envie de savoir que quand ils mangent tel ou tel produit, ils ont tel ou tel type d'impact en fait, et ben ce serait une bonne chose en fait. Donc il y a une forme de volonté. La télé y participe. Ouais, la télé y participe. Média de masse. Ouais. Comment avez-vous construit votre campagne ? Pardon, vous êtes passé par une agence, quel type de passage, quel impact, et comment est-ce que vous avez mesuré l'impact de la campagne ? On a fait plein de choses en interne avec des tout petits budgets. Avant d'avoir levé, on était en chemin en fait de créer en fait toute notre histoire de vente, de narrative, de création de catégories. On avait de très bons signaux de la part des distributeurs qui commencent à rentrer nos produits, du travail avec la SNCF, travail avec Decathlon. Donc il y a vraiment un appui en fait, je dirais, de cette volonté en fait de trouver des nouvelles histoires. Et le socle de Omni, il est vraiment, je pense, enfin moi je le trouve super, sinon je passerai pas du temps évidemment. Mais je trouve que la raison d'être de l'entreprise est vraiment belle. Et donc il faut ça. Je pense qu'il faut plein de marques qui font comme ça. Et que aujourd'hui, les gens qui fabriquent d'autres produits, notamment dans l'alimentaire, quel que soit le groupe dans lequel tu travailles, que ce soit les Nestlé, etc., il y a cette volonté en fait des gens qui travaillent à mettre du sens. De plus en plus, on le voit avec nos employés, tu es chef d'entreprise toi aussi, pourquoi tu travailles, quel est le temps que tu as investi, ça existe partout en fait. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller fabriquer ça. Donc on avait plein de bons signaux, et donc on avait envie d'avoir de l'audace et de continuer à proposer en fait la mission au plus grand nombre avec finalement le média qui a le plus de capacité d'impact, la télévision. Et vu qu'on est sur un produit de grande consommation, des produits de grande consommation, la télévision ressemble à la meilleure manière de faire exister. Alors après, tu le sais, une campagne télé, il faut beaucoup de budget, il faut réussir à passer plusieurs fois, ça se fait pas en une fois. Tu vas être tiraillé entre trouver du chiffre d'affaires et donc être drive to web ou drive to... donc vraiment par la consommation. Drive to app. Et donc, ou bien faire du peer branding, assez difficile. Donc nous, on a fait un choix de compromis, on a décidé de mettre un budget plutôt opportuniste. On avait commencé par de la sponsor télé. On a la chance d'avoir une direction. Sponsor télé, c'est quand tu sponsorises des petits programmes courts. Ouais. Non, c'est quoi ? C'est votre programme vous est présenté par Omni, marque issue de l'agriculture régénérative. Et donc on a lancé une première campagne télé l'été dernier, dans laquelle en fait on était en sponsor. Et on a vu que ça abreuvait à la fois nos canaux de distribution particuliers et que ça créait du désir chez les revendeurs. Donc ça nous a fait vraiment un premier pas. On s'est dit que c'était intéressant. Et on est revenu cette année avec tout un travail qui a été fait pré-levée de fonds. Donc on a fait une série A en début d'année. Et donc juste avant ça, on a travaillé une campagne en prévision, parce qu'en fait, tu es toujours dans cette volonté de fabriquer, de créer, de faire de la dynamique, de la croissance. Tu es obligé en fait, d'avoir un certain tempo. En fait. Donc on s'est mis en phase avec beaucoup de mérite de nos équipes marketing et des équipes en général pour réussir à construire un narratif auquel on croyait. Puis quand on a levé, on a déployé, on est parti... Donc je n'ai pas le nom de la personne qui nous a fait le spot télé. Et comment est-ce que tu as mesuré l'efficacité, l'impact, les retombées de cette campagne télé ? Trafic. Trafic sur le site. Ouais, trafic sur le site, c'est la première chose. Immédiat, empirique, cumulatif, pardon. Cumulatif. Ok. Ce que me disait, chers auditrices, chers auditeurs, le fondateur de Wopilo, c'est que l'impact, il y a un impact immédiat qui est très rapide, mais ensuite il y a surtout, tu stacks en fait de nouvelles visites, de nouveaux visiteurs, de nouveaux acheteurs sur ton trafic précédent. Tout à fait. Tout bêtement. Hyper intéressant, mais le temps file. J'avais peut-être une dernière question et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Tu as besoin de changer les mentalités pour qu'on consomme mieux et qu'on construise un monde meilleur, un monde dans lequel on croit. Et donc ça, c'est changer les mentalités. Et ensuite, pour que ça s'applique, pour que ça s'exécute, il faut que les gens achètent des produits comme les produits Omni. Aujourd'hui, une grosse partie, j'imagine, mais je ne connais pas les chiffres, et si tu les as, je les veux avec plaisir, de l'achat se fait dans des grandes chaînes de distribution, en ligne ou en magasin physique. Tu peux réussir ta promesse, tu dois passer par eux pour réussir ta mission.
Bien sûr. 90% de l'alimentation, tu l'achètes en bas de chez toi. Donc le commerce, ça c'est les chiffres en France. Donc le commerce classique, hein, supermarché, hypermarché, proximité, et l'endroit où se passe la consommation en fait. Donc tu te dois d'y être. Évidemment. Ok. Et tu commences à y être. Exactement. Ok. Ouais, on se déploie de plus en plus. On est ravis d'y aller. Ok. Y a, la mission de OMI s'accomplit lorsque tu consommes notre produit en fait. Donc le chemin pour arriver jusqu'à toi est pas le sujet important. Le sujet important, c'est que tu puisses manger notre sauce tomate. Vous avez fait 1 milliard, 1,3 million, 1 milliard, pardon. Pas encore, Pas mais encore. 1,3 million en 2022. Vous avez doublé, c'est ça, par rapport à l'année précédente? Ouais, on essaie de doubler. Ouais. On est en septembre 2023. Qu'est-ce que je te souhaite pour septembre 2024 si on fait un catch-up dans un an? Bah, de continuer sur ce tempo. Ok. Ouais, et de continuer à déployer, d'avoir des enjeux de création d'offres, de courir après la fabrication des produits et de réussir à avoir suffisamment de marchandises pour abreuver toute la demande. La part de D2C aujourd'hui, c'est quoi? Là, on va être en dessous d'un tiers. Ok, pardon, très bien. J'avais pas, pardon, je m'excuse alors que j'ai rien dit. J'imaginais plus. En dessous d'un tiers, on dit aussi, et le reste à travers des tiers. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et c'est un ratio que tu souhaites maintenir, prolonger, garder, baisser ou monter? Non, on pense qu'à terme, Ça va être 20%, enfin, en projection comme ça de D2C, ce serait bien. Ce serait bien. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Trouver la profitabilité sur le D2C, c'est un vrai challenge en fait, hein, parce qu'on vend des objets plutôt fragiles et que quand on va les expédier, tu as assez peu de valeur en fait sur une sauce tomate. Hein, c'est un petit bocal fragile que tu as envoyé. Donc nous, on adore la livraison à domicile. Donc Paris, première couronne, en fait, c'est des sacs de courses qu'on va te porter. Donc ils sont préparés en grande banlieue et puis ils sont montés jusqu'à chez toi. Pour le reste de la France, c'était à Tours par exemple, ça va être un carton que tu vas recevoir. On va l'emballer. Donc on s'assure en fait de le faire au mieux en impact écologique et puis en expérience client. Néanmoins, ça fait de l'emballage. C'est un métier en plus. Ouais, c'est un métier en plus. Donc ça, c'est assez compliqué. Évidemment, quand tu vends en gros des palettes à Potager City, c'est chouette, quoi. Tu fais ton préparation, c'est des grosses quantités, puis après c'est dispatché. Il y a un maillage logistique qui est déjà bien fonctionnel, donc c'est finalement un métier plus simple, j'ai envie de dire, à réaliser. Et en vente en gros, donc ça c'est super bien. Et le gros avantage du D2C, bah, c'est le lien avec le client, en fait. Et ça a une valeur quasi inestimable. C'est hyper intéressant de pouvoir partager avec le client. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu es une marque alimentaire, que tu travailles chez, je sais pas moi, Nestlé, Kraft ou qui tu veux, Danone, les gens qui tiennent les marques font énormément d'efforts et dépensent énormément pour recréer du lien avec les consommateurs. Parce que le retail te l'enlève, en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus le contact avec le consommateur. Et ça, pour nous, c'est névralgique. On est né avec, on a envie de conserver ça. À chaque fois qu'on va relancer, et je l'espère, un nouveau pays en fait, pour installer OMI en Belgique, en Espagne, en Italie, et continuer à se déployer, on le fera probablement avec un levier retail, pour commencer, parce que c'est plus efficace que d'aller reconstruire une marque comme on l'a fait avec OMI en genèse de marque. Mais néanmoins, on aura cette volonté en fait, de garder un lien extrêmement fort avec le consommateur pour comprendre ce que les Belges, les Espagnols, les Italiens ont envie de faire, comment ils vivent la marque et comment ils en voient l'impact ou pas, ou ils restent sur la partie consommation, plaisir, marque française. C'est hyper intéressant en fait, d'aller aborder différentes géographies, en fait, peut-être avec un axe différent. En fait. Christian, merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant. Je suis très heureux de t'avoir enfin reçu sur le panier. Mais tu es assez présent. Tu parles sur pas mal de podcasts, et notamment ceux de Génération Do It Yourself, où tu es passé 2 fois, si je dis pas de bêtises. J'ai eu un grand double. Un grand double? Ouais. C'est quoi un grand double?
Mathieu a fait 2 podcasts consécutifs avec moi. Ok, d'accord, génial. T'as pas mal de choses à dire et voilà, je vous invite à aller l'écouter. Merci infiniment pour ton temps. Merci Christian à toi. Georges, Jorge, si vous souhaitez continuer la conversation sur LinkedIn et évidemment omiu.fr pour voir tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Merci infiniment Merci à toi. et merci à vous tous pour votre fidélité. À bientôt.